Hello le monde, je suis heureux de te retrouver dans ce nouveau café virtuel en compagnie aujourd'hui d'Antonella Serrao. Bonjour Antonella, comment vas-tu? Salut David, ça va très bien, merci. Super, je suis super content de parler avec toi aujourd'hui parce qu'on va justement aborder une thématique qui me semble primordiale quand on parle de création de business bonheur, c'est la notion de collaboration. Alors je te laisse peut-être te présenter avant de commencer et de lancer le générique, te présenter aux personnes qui nous découvrent ou qui te découvrent plutôt par rapport à ce live. Ok, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Antonella, je suis la fondatrice de DEFCO, qui signifie développement collectif. Je suis une convaincue de la force du collectif et j'accompagne en fait des solo-entrepreneurs à impact positif à pérenniser leur activité et à développer sereinement leur entreprise. Yes, bah écoute, on va pouvoir parler de ton parcours, on va pouvoir parler de l'intérêt de collaborer avec d'autres personnes, même si on travaille seul, chez soi ou ailleurs d'ailleurs. Et ce sera avec en tous les cas grand plaisir que tu pourras nous partager ta vision des choses par rapport à la collaboration entre entrepreneurs, la collaboration entre solopreneurs. On se retrouve donc dans quelques secondes, tout de suite après le générique. Bienvenue donc si tu nous rejoins dans ce café virtuel du Business Bonheur. Antonella, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment content de pouvoir parler aujourd'hui avec toi de collaboration. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à justement aujourd'hui accompagner les entrepreneurs à utiliser la collaboration et l'intelligence collective au sein de leur activité pour développer leur activité professionnelle notamment. Et on rentrera dans les détails sur ce qu'est l'intelligence collective, etc. Juste après. Ok, ça marche. Avec plaisir. Donc, en fait, avant d'être entrepreneur, j'étais salariée pendant 13 ans, où en fait, je faisais du conseil en management. Donc, j'accompagnais des grandes entreprises, donc les managers et leurs collaborateurs, à travailler de façon plus simple, plus fluide, plus efficace. Et en fait, du coup, j'accompagnais ces managers et ces collaborateurs la plupart du temps en animant des ateliers en collectif. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu, en fait. Je crois, comme je le disais en introduction, je suis une convaincue de la force du collectif. Je me rendais compte de tout ce qui ressortait de ces ateliers, qui étaient beaucoup plus forts que quand j'allais voir les collaborateurs en 1-1 ou les managers en 1-1. Et, euh, et donc, en fait, il y a 2 ans, en 2018, j'ai eu un peu une crise de sens dans mon job où je me demandais mais à quoi ça sert ce que je fais, quel est l'impact que je vais avoir. Il s'est passé des choses aussi perso qui m'ont fait me poser plein de questions dans ma vie pro également. Et donc, suite à ces interrogations-là, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis de poser des mots sur des choses que j'arrivais pas à comprendre, à factualiser. Et en fait, du coup, en même temps que j'ai fait ce bilan de compétences-là, j'ai découvert l'entrepreneuriat social par la porte du bénévolat dans un premier temps. Et donc, j'ai découvert tout cet écosystème autour de l'économie sociale et solidaire. Et je me suis rendu compte que on pouvait aider des personnes qui ont des projets, des activités entrepreneuriales qui me parlaient, dont les valeurs, je les partageais totalement. Et je me trouvais totalement en phase avec ces personnes-là. Et je me suis dit que en fait, je voulais agir pour ce type de projet-là et pas que les soirs et les week-ends quand je pouvais aider par le bénévolat, mais tout au long de la semaine, en fait, pouvoir aider ces entrepreneurs à temps plein. Et donc, j'ai repris mes compétences du coup de facilitation en intelligence collective, que je mets cette fois-ci au profit non plus de grandes entreprises, mais d'entrepreneurs à impact positif. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à fonder DEFCO, qui accompagne des entrepreneurs à impact positif. Yes. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, nous clarifier pour qu'on soit sûr de quoi on parle, ce qu'est un entrepreneur à impact positif, en tout cas ta vision de l'entrepreneuriat à impact positif. Et comme ça, on va pouvoir justement échanger aussi sur cet aspect-là qui me semble primordial aujourd'hui. Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. Mais je vais te laisser peut-être nous partager ta définition de l'entrepreneuriat à impact positif. Ouais, je trouve que c'est justement une bonne façon de formuler ta question dans le sens où quelle est ma définition, parce qu'en fait, il en existe énormément des définitions et chacun la propre, même à la sienne, même si au final, on se rejoint sur pas mal de sujets. Il y a les Nations Unies qui ont défini des objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD. Et du coup, pour moi, un entrepreneur à impact positif, c'est quelqu'un qui a dans son activité
qui va répondre à un de ces objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc, ça peut être sur réduire la faim dans le monde, sur réduire le gaspillage alimentaire, la fracture numérique, tous ces sujets-là. Et pour moi, du coup, j'y ajoute aussi une autre notion au-delà de quelle est l'activité en tant que telle, la production. C'est en fait des entrepreneurs qui portent dans leurs valeurs ces notions d'impact social et environnemental. Donc, ça peut être pas uniquement sur, par exemple, quelqu'un qui va créer une application pour réduire le gaspillage alimentaire. Ça peut également être, par exemple, un photographe qui décide d'être photographe que pour des entrepreneurs engagés. Et du coup, son activité de photographe, elle va pas spécialement répondre à un objectif du développement durable des Nations Unies. Pour autant, il met ses compétences au service d'entrepreneurs dont l'activité répond à ces ODD. Donc là, pour moi, il y a ces deux notions-là. C'est l'activité en elle-même, elle a un impact social, environnemental. Et il y a tous les process finalement de l'entreprise, que ce soit le choix de sa cible, mais aussi le choix de ses fournisseurs, le choix de comment est-ce qu'on va gérer ses clients, etc., où il y a vraiment cet impact social et environnemental qui est fort dans les valeurs de l'entreprise. C'est ça, donc il y a, en fait, ça peut être les deux en même temps aussi. On peut effectivement, par exemple, être un photographe qui va faire attention aux produits qu'il va utiliser et en même temps qui va décider de se focaliser et d'aider principalement d'autres entreprises qui ont justement des objectifs que l'on appelle des objectifs RSE. Hein, si ça vous intéresse, c'est des objectifs responsabilité sociétale des entreprises. Je vous mettrai un lien dans la description parce que justement cette année à ce sujet-là, j'ai rejoint une association qui s'appelle We Act for Earth et justement cette association est focalisée sur le fait de dévoiler, en tout cas d'outiller les entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs solo ou des entrepreneurs de plus grosses structures, à pouvoir agir au quotidien pour améliorer l'impact sociétal. Et donc voilà, je te mettrai d'ailleurs en contact. Il y a peut-être bien quelque chose à faire à ce sujet-là. Je te mettrai en contact avec Florian maintenant que j'y pense. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de toi, de ton activité, parce que toi aussi, du coup, tu aides les entrepreneurs à fort impact sociétal. Et comment t'es venue cette idée ou cette envie? Donc, tu voulais justement quitter ce job pour pouvoir mettre à disposition ces compétences et ces outils que tu avais, que tu utilisais déjà dans les grandes entreprises. Là, tu voulais les mettre à disposition. Mais comment est-ce que t'es venue l'idée de lancer Defco et pas peut-être de lancer autre chose? Alors, c'est vrai que je l'ai fait de façon très, très synthétique. Mais en fait, ça a été une longue réflexion qui a duré plusieurs années, où d'abord, j'ai commencé à sentir un mal-être, mais sans forcément l'exprimer et m'en rendre compte, jusqu'au fur et à mesure à le conscientiser. Et il s'est passé plein de choses dans ma vie qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que j'agisse, ça va pas, je peux pas continuer comme ça. J'avais un trop fort mal-être, en fait. Et des choses qui commençaient à se voir quand ton corps te dit que ça va pas, c'est que il faut vraiment agir, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait ce bilan de compétences, comme j'en parlais tout à l'heure, qui a vraiment été révélateur pour moi, parce que ça m'a permis comme je disais, de poser des mots finalement sur ce qui n'allait pas et de rencontrer d'autres personnes qui pensaient comme moi. Parce qu'en fait, jusque-là, j'étais dans un grand groupe et finalement, tout le monde rentrait dans ce moule-là en quelque sorte et ça leur convenait bien, etc. Mais moi, je sentais que j'étais plus à ma place et du coup, je trouvais pas d'oreilles attentives qui pensaient les mêmes choses que moi et là, le fait de faire ce bilan de compétences, donc c'est un bilan de compétences en collectif. Hein, voilà, je suis convaincue de la force du collectif que je m'applique à moi aussi, du coup. Et lorsque j'ai fait ce bilan de compétences en collectif, je me suis rendu compte que, en fait, ce que je vivais, j'étais pas la seule à le vivre et qu'on était il y avait 39 autres personnes autour de moi, parce qu'on était 40 dans la promotion, qui vivaient la même chose et que même j'étais la 24e promotion, donc potentiellement il y avait 23 autres promotions de 40 personnes qui pensaient la même chose que moi. Et donc, du coup, bref, ça a été vraiment tout un cheminement, une réflexion, un gros travail de développement personnel, pour mieux apprendre à me connaître moi, ce qui me fait vibrer, ce que j'aime dans la vie, quelles sont les compétences que je veux garder, celles que je veux plus garder, etc. Et puis, comme je disais au début, j'ai commencé par l'apport du bénévolat à tester différentes choses, à me rendre compte que, ah oui, ça, vraiment, je vais apporter ma pierre à l'édifice là-dessus, je vais aller plus loin sur ce sujet. Ça, non. Et puis après, de me dire, dans tout ce que j'ai appris, dans l'ensemble de mes expériences professionnelles et associatives, qu'est-ce que je veux mettre en œuvre au service de ma future carrière professionnelle? Qu'est-ce que je veux mettre de côté? Qu'est-ce que je veux plus approfondir par le biais de formation, etc.
Et en fait, à l'issue de ce bilan de compétences-là, donc qui a duré 2 mois, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais un fort besoin d'autonomie, de faire passer des messages moi-même où j'allais pas être frustrée par le fait de me dire bah non, la direction ne veut pas que parce que c'est pas politiquement correct ou des choses comme ça, et que je commençais à avoir des convictions super fortes sur certains sujets que je voulais vraiment véhiculer par moi-même. Et donc, je me suis dit que la porte de l'entrepreneuriat, en fait, est en train de s'ouvrir pour moi, que ça me permettait justement d'avoir ce besoin d'autonomie, d'avoir ce besoin de véhiculer mes propres messages de la façon dont je souhaite, etc. Et de pouvoir construire mon offre, en fait, qui, du coup, regroupe un petit peu tout ce que je suis, ma conviction de la force du collectif, mon envie de contribuer à un monde meilleur par le biais de l'entrepreneuriat et d'aider des entrepreneurs qui veulent avoir cet impact positif sur la société, sur l'environnement. Donc voilà, donc en gros, c'est vraiment un gros travail de réflexion. Et du coup, au bout de quelques mois, à la fin de ce bilan de compétences-là, j'ai posé ma démission. Et du coup, ça fait 2 ans maintenant que je suis entrepreneur et que voilà, au fur et à mesure, je continue à apprendre à me connaître, je continue à affiner mon offre pour du coup être de plus en plus alignée avec ce que j'apprends à savoir sur moi, les évolutions dans le monde. Hein. Cette année, en 2020, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées qui font que j'ai dû adapter mon offre. Et je me suis rendu compte que la vie d'un entrepreneur, c'est ça en fait, c'est d'être très flexible et de constamment s'adapter et de toujours rester à l'affût pour toujours rester en vie, quoi. C'est super intéressant, c'est très challengeant, mais c'est que du kiff pour moi, en tout cas. Mais c'est ça, c'est vraiment moi, je trouve que c'est une aventure humaine et une aventure de développement personnel extraordinaire, l'entrepreneuriat, parce que ça t'oblige à te dépasser un peu tous les jours, à ne pas te reposer sur tes lauriers, à justement oser te remettre en question, oser avancer, oser prendre des décisions aussi qui sont pas forcément les décisions les plus simples et les plus confortables, mais pour se diriger vers un mieux, eh bien, on prend certaines décisions. Notamment, toi, donc, tu as décidé de quitter ton job, de démissionner et de lancer ton activité qui s'appelle donc Devco. Vous pouvez aller découvrir l'univers d'Antonella sur son site internet. Je vous invite à vous rendre. Le lien défile sous la vidéo et il y aura le lien dans la description et dans le post de ce live. Donc voilà, allez visiter son site internet. Et justement, donc après avoir pris cette décision, comment est-ce que toi, tu as utilisé l'intelligence collective pour construire ou co-construire ton projet du coup? Puisque là, aujourd'hui, la thématique du jour, c'est justement pourquoi vous entourez de vos pairs entrepreneurs. Est-ce que toi, tu l'as fait? Est-ce que justement, tu l'as fait dès le départ ou c'est en entreprenant que tu t'es rendu compte qu'il était important de s'entourer? Je pense que ça peut être intéressant comme réponse à... En tout cas, moi, ça m'intéresse. Ouais, alors totalement. Depuis le début, en fait, je suis donc une solo entrepreneur dans le sens où je suis seule sur Devco à développer mon offre, etc. Mais je n'ai jamais été seule dans le sens où je me suis toujours fait entourer et de différents acteurs, en fait. Donc déjà, dès le début, en fait, j'ai fait le bilan de compétences en collectif, comme je disais, même avant d'aller vers l'entrepreneuriat, j'ai fait ce bilan de compétences-là qui m'a permis de voir la force du collectif vraiment sur des sujets quand même assez intimes où on se pose des questions sur notre reconversion, sur d'où est-ce qu'on vient, qui est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et pour moi, c'était vraiment un accélérateur, le fait de voir d'autres personnes, d'avoir des points de vue extérieurs et tout. Ça a été juste énorme pour moi. Et donc, j'ai juste pas voulu arrêter d'être entourée par d'autres personnes pour pouvoir évoluer. Pour autant, j'ai toujours cette envie, voilà, de communiquer mes propres messages, donc de rester solo entrepreneur. Mais le fait de m'associer ou de salarier des personnes, mais de m'entourer de personnes. Et donc ça, après le bilan de compétences, donc d'ailleurs j'ai fait le bilan de compétences avec une amie et on a continué à garder contact et aujourd'hui encore. Et en fait, du coup avec cette amie, on se serre les coudes en fait toutes les semaines où on s'appelle pour faire le point sur le suivi du développement de notre activité. Donc on se fixe des objectifs de semaine en semaine, des tâches à effectuer. Et chaque semaine, on fait le point sur qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu pas faire, pourquoi. Et pareil, on s'entraide, on échange. Donc toutes les semaines, on prend ce temps. Et du coup, tout se passe par téléphone. Ça prend 1 heure. Et puis voilà. Mais ça nous permet vraiment de nous donner un coup de boost
pour pouvoir continuer et à surpasser un peu les montagnes russes entrepreneuriales qu'on peut avoir chacune sur nos activités respectives. Après, j'ai découvert aussi les clubs d'entreprise. Donc, j'ai participé à plusieurs séances avec le club d'entreprise de la commune dans laquelle j'habitais jusqu'à il y a quelques semaines. Et donc, il faudra que je me renseigne sur la nouvelle commune où j'arrive, sur comment ça se passe. Mais en gros, ce sont des entrepreneurs qui se retrouvent régulièrement pour, pareil, échanger et s'entraider. Et après aussi, moi, je me suis fait accompagner sur différents pans de mon activité. Sur la phase de création d'entreprise, notamment, mon activité est portée par une coopérative d'activité et d'emploi. Donc, en fait, je leur délègue toute la partie comptable et administrative. Et en même temps, j'ai un conseiller qui me suit et qui m'aide régulièrement sur mes difficultés également que je peux rencontrer. Et du coup, je bénéficie de tout un pôle d'autres entrepreneurs qui sont accompagnés par cette coopérative et qui me permet, pareil, de pas rester seule dans mon activité et de pouvoir échanger avec des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que moi et qui parlent le même langage que moi. Donc, ce que je prône vis-à-vis de mes clients, je me l'applique totalement à moi-même. Yes, il y a vraiment cette notion de ne pas se retrouver seul et aussi de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à passer par les obstacles par lesquels on passe. Ça, en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide énormément quand je côtoie d'autres entrepreneurs et quand j'échange avec d'autres entrepreneurs. C'est vraiment ce côté ah, toi aussi, t'es passé par là. Ah, toi aussi, tu connais ça. Et alors, ce qui est bien, c'est que du coup, on a la possibilité de s'enrichir les uns les autres. Et c'est d'ailleurs ce que tu proposes de faire, notamment avec les masterminds et les sessions d'intelligence collective. Parlons peut-être justement des outils qu'on peut mettre en place dans son business en termes de collaboration et de co-création. Donc, toi, tu utilises et tu fais un mastermind notamment avec l'ami dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est important pourquoi c'est important, on l'a compris maintenant. On comprend que c'est important de s'entourer de personnes pour ne pas être seul et aussi pouvoir avancer. Mais comment est-ce qu'on fait justement une session d'intelligence collective et est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment toi, tu fonctionnes pour éventuellement donner envie aux personnes qui nous regardent en direct ou en replay? Oui. Alors, je voulais juste revenir un tout petit peu d'abord sur ce qu'est l'intelligence collective. J'en ai déjà parlé. Ouais. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, hein, c'est l'intelligence collective. Mais c'est en fait l'idée de mettre autour de la table plusieurs personnes et que ces personnes-là, du coup, elles vont échanger et s'entraider. Et il y a vraiment cette notion que si moi j'étais restée de mon côté seule et que l'autre personne était restée de son côté seule, on aurait eu chacun nos idées. Et là, le fait de nous mettre ensemble, ça nous permet d'avoir nos idées chacun de notre côté et également, du coup, les idées qui sont issues des échanges, des interactions, parce que toi, tu vas dire quelque chose et du coup, ça va me faire penser à ça, ou que j'aurais pas forcément pensé si j'étais restée toute seule. Donc voilà, l'intelligence collective, c'est vraiment ça. C'est le fait que, en gros, pour reprendre, je crois d'ailleurs qu'il est belge, un super acteur qui disait 1 + 1 = 3. En fait, c'est un petit peu ça. C'est moi j'ai mes idées, voilà, une personne a ses idées, et il y a également du coup les idées qui sont issues des interactions entre ces deux personnes. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, les idées, donc moi je vais partager quelque chose, ça va faire émerger chez toi une idée, qui va faire émerger une idée chez quelqu'un d'autre, etc. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les sessions les plus puissantes d'intelligence collective que j'ai faites, c'était avec des personnes qui étaient vraiment dans plein de métiers différents, parce que justement, enfin, je me souviens une fois, un boucher était venu dans une session d'intelligence collective et il avait transposé en fait ce qu'il vivait dans son métier avec des choses qu'on utilisait par rapport au marketing internet. Et donc, c'était super intéressant parce que justement, ça a enrichi la discussion puissance 10 ou puissance 100. Et ça, c'est énorme, je trouve. Enfin, c'est ça, pour moi, l'avantage principal de l'intelligence collective, c'est de pouvoir trouver des solutions qu'on n'aurait très certainement pas trouvées tout seul. Donc, voilà. Et donc, toi, tu proposes ça concrètement aujourd'hui à des entrepreneurs. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur comment tu fonctionnes? Est-ce que c'est toujours le même groupe? Est-ce que tu conseilles de faire justement des groupes différents à chaque fois? Ou est-ce qu'il y a plusieurs manières de fonctionner aussi, peut-être? Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'anime un mastermind d'entrepreneurs. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, au-delà de la notion du jeu du mastermind, un mastermind d'entrepreneurs, du coup, c'est en fait un collectif d'entrepreneurs qui se regroupent régulièrement pour échanger et s'entraider entre pairs sur leurs activités respectives. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est un même groupe d'entrepreneurs
qui va se retrouver régulièrement. Donc voilà, moi du coup ce que j'ai construit avec ce mastermind là, c'est vraiment un mélange de tout ce que j'avais vu par ailleurs et que j'avais bien aimé et tout ce qui me manquait finalement. Et tout à l'heure, par exemple, je disais que je m'étais inscrite à un club d'entreprise dans ma commune. Et en fait, ce qui m'avait manqué, c'est cet aspect en fait, c'est le même groupe qui se voit tout le temps. En fait, à chaque séance, il y avait des membres différents qui venaient parce qu'en fait, c'est qui veut venir, vient. Il n'y a pas d'obligation à assister à chaque séance. Et que, en fait, ce qui m'avait dérangé aussi, c'était que on pouvait venir quand on voulait sur une période d'1 an. Et en fait, en 1 an, les gens, et c'est normal, hein, la motivation, elle se délite un petit peu, on va venir moins souvent, etc. Et donc, voilà, pareil sur les autres collectifs auxquels j'appartenais, j'avais constaté des choses qui, moi, en tout cas, m'allaient pas. Et donc, j'ai construit un peu mon offre idéale que moi, du coup, je voudrais voir en tant qu'entrepreneur. Et donc, du coup, le mastermind que je propose, donc, ce sont des collectifs d'entrepreneurs, donc vraiment des petits collectifs. C'est 6 entrepreneurs maximum par groupe, ce qui permet d'avoir à chacun la parole à chaque séance et de bien connaître chacun et les projets de chacun. Et c'est bien un même groupe d'entrepreneurs qui se retrouvent régulièrement et il n'y a pas cette notion, tu veux venir si tu veux, t'es pas obligé. Vraiment, là, en fait, c'est ce même groupe, comme une classe un peu, et on se retrouve régulièrement. Et il y a cette notion aussi de durée déterminée. Donc, en fait, ce collectif se retrouve entre 3 et 6 mois, sur cette période de 3 à 6 mois. Et ce qui permet de garder cette motivation et de pas se dire, j'ai pris un abonnement pour 1 an et puis après, j'y vais quand je veux. Et puis là, aujourd'hui, j'ai poney, je peux pas. Et puis demain, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école et je pourrais pas non plus, etc. Là, c'est vraiment dans l'idée, c'est sur une durée déterminée. Et donc, on va tout faire pour pouvoir maintenir le cap pendant cette durée-là. Et donc, ils se voient une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Ça dépend des collectifs qu'on monte. Donc, il y a des collectifs qui se voient toutes les semaines parce qu'ils ont vraiment un besoin très opérationnel de se voir régulièrement et d'aller traiter des problématiques opérationnelles. Et puis, d'autres entrepreneurs qui, justement, ont moins ce besoin ou ont moins aussi cette possibilité de se voir toutes les semaines. Donc, du coup, il y a d'autres types de collectifs qui se voient toutes les 2 semaines. Et donc là, vu ce qui s'est passé, tout se passe en ligne en ce moment. Donc, ça fait partie justement des rebondissements et de l'adaptation de mon activité que j'ai dû faire cette année en 2020. Parce qu'avant, donc, du coup, j'animais que des ateliers en présentiel. Et depuis, du coup, le début de l'année, j'ai adapté à tout en ligne. Mais ça me permet, moi aussi, du coup, de découvrir des projets que j'aurais pas forcément pu accompagner. Donc, pour ma part, je suis en région parisienne. Et là, typiquement, dans une promotion qui vient de se terminer, là, la semaine dernière, il y avait une entrepreneur qui habitait en Italie. Donc là, j'aurais vraiment pas pu l'accompagner si j'avais continué. C'est top. Internet, ça ouvre vraiment pas mal d'opportunités, aussi de rencontres. Parce que nous, on s'est rencontrés aussi et grâce à Internet. Donc voilà, tu vois, il y a aussi Joël qui est là. Salut Joël. Qui dit d'ailleurs que 6 c'est top pour un mastermind, plus c'est pas top. Enfin, c'est pas top. Il dit 6, pas que 6 c'est top. C'est pas ce qu'il a dit. Je ne dis pas ce qu'il a pas dit. Une chose qui me semble importante aussi dans les masterminds, c'est de venir même si on n'a pas de questions pour soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il y a 2 apprentissages que j'ai tirés de ça. C'est premièrement, le fait que même si j'ai pas de questions, je m'engage auprès des autres pour les aider parce que voilà, c'est pas parce que moi j'ai pas besoin aujourd'hui que les autres n'ont pas besoin. Et aussi, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, quand j'allais en session mastermind, même si j'avais rien au départ à demander, je repartais toujours avec quelque chose à la fin. Je suppose que c'est ce que tu pratiques aussi. Pourquoi c'est important de venir même si on n'a rien à demander le jour du mastermind, d'après toi? Alors, c'est pour exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, en fait, en tant qu'entrepreneur qui appartient à un mastermind, du coup, qui est convaincu par la force du collectif, et on est là, en fait, pour prendre pour soi, pour qu'on apprenne des choses pour son activité. Mais également, on est prêt autant à donner, en fait, à pouvoir proposer aux autres. Et finalement, des fois, l'aspect je donne, finalement, ça va me permettre d'apprendre sur certains sujets. Ou même si, par exemple, il y a un entrepreneur qui a besoin qu'on l'accompagne sur un sujet et qu'autour de la table, il y a un autre entrepreneur qui l'aide en lui donnant des conseils, moi, je vais peut-être me dire « Ah, mais en fait, c'est vrai que ça peut m'être utile pour moi et j'y avais pas pensé. » Donc voilà, il y a différents sujets comme ça auxquels ça fait que c'est super important de pouvoir participer à l'ensemble des séances. Et aussi, du coup, alors, c'est pas forcément pour tous les masterminds, mais moi, du coup, le mastermind que j'anime, il se passe en 3 grands temps.
Donc en fait, il y a un premier temps qui est au début et à la fin, où on va faire le point au début de chaque séance sur où est-ce que vous en êtes dans votre activité, ce sur quoi vous avez pu avancer depuis la fois précédente. Donc ça, du coup, ça concerne tout le monde. Donc, tout le monde est convié à parler, il y a un tour de table à ce sujet-là. Et à la fin, à l'inverse, on fait le point sur ce sur quoi vous vous engagez à travailler sur votre activité d'ici la fois prochaine. Et il y a un peu ce phénomène de partenaire de responsabilité où parce que je vais avoir dit haut et fort que j'allais travailler sur tel sujet, ça va m'engager à réellement avancer sur ce sujet-là. Alors après, s'ils n'ont pas pu avancer, il y a aucun problème. Mais disons que ça va être un petit coup de boost où des fois on peut se dire au mois de décembre il commence à faire froid, les journées raccourcies, en fait il y en a qui me disent justement dans le mastermind je savais qu'on avait notre rendez-vous mardi et donc du coup ça m'a boosté pour pouvoir me mettre à l'action et continuer et pas lâcher l'affaire, quoi. Donc ça c'est la première grande partie. Et après il y a une autre partie où du coup ça va être par roulement le collectif qui va aider un entrepreneur. Donc, c'est pas toujours le même entrepreneur. Et donc là, du coup, ils peuvent aider l'entrepreneur de différentes façons, soit à résoudre une problématique, soit à obtenir du feedback sur une de ses avancées. Donc, s'ils ont travaillé leur pitch, une plaquette de présentation, une page de leur site internet, etc., qu'ils veulent soumettre à leur pair pour avis, pour point de vue extérieur avant de le proposer à leurs prospects. Et il y a aussi une possibilité de brainstormer autour de sujets innovants. Donc, s'ils veulent trouver un nouveau nom pour un service, par exemple, ils peuvent solliciter leur pair et ils auront plus de mots-clés que s'ils étaient restés tout seuls de leur côté. Et le troisième grand temps, du coup, c'est à l'inverse, du coup, un entrepreneur qui va apporter au collectif. Et donc là, pareil, ça se fait par roulement. Et là, c'est principalement du partage de connaissances et d'expériences. Et donc, en fait, il y a la partie, effectivement, où on va aider un entrepreneur par roulement, où les entrepreneurs ne sont pas tous concernés à une séance donnée, mais pour autant, ils peuvent quand même apprendre des choses pour eux. Et il y a la troisième partie où ça va être de l'apport de connaissances, et là, ça peut toujours être utile à n'importe qui. Donc, en fait, ils sont tous les bienvenus à chaque fois parce que ils repartiront toujours avec des éléments. Et en fait, ce sont des ateliers très participatifs. En fait, moi, j'interviens en tant que facilitatrice des échanges, donc c'est-à-dire que je vais m'occuper de tout ce qui est la forme, la méthodologie d'animation des séances. Je vais tout faire en sorte pour que tout se passe bien en termes logistiques, mais aussi que j'utilise certaines méthodes pour animer des brainstorming, d'autres pour animer de la résolution de problèmes, etc. Et que chacun aussi ait son temps de parole à peu près pareil pour chacun, pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne la parole tout du long, qu'on dépasse le timing, qu'on n'atteigne pas les objectifs, etc. Donc ça, c'est mon rôle. Mais sur le fond, c'est du coup l'ordre du jour, il est fait en fonction des besoins des entrepreneurs. Et donc, après, on priorise en fonction de l'importance des sujets. S'il y a un entrepreneur qui doit aller pitcher la semaine prochaine un sujet auprès de financeurs, on va plutôt passer son sujet pour la semaine suivante. Mais voilà, ce sont vraiment des ateliers très participatifs. Vous n'allez pas, les entrepreneurs, ils restent pas derrière leur écran à prendre des notes et à juste écouter. Ils sont vraiment acteurs de chaque atelier. Et chaque séance, finalement, du mastermind, ils en ressortent avec des actions très concrètes, très pratico-pratiques, sur lesquels ils peuvent avancer sur leur activité entrepreneuriale. Ah, c'est ça. Donc, l'avantage de Devco, c'est vraiment le côté. Donc, ce que toi tu apportes, c'est le côté cadre, le côté outil. Et après, à l'intérieur, les entrepreneurs, donc le groupe d'entrepreneurs qui a été fondé pendant 3 mois ou 6 mois, vont pouvoir se retrouver et avancer ensemble au travers notamment des 3 étapes que tu nous as partagées ici et que l'on peut mettre en application soi-même aussi si on a envie de créer un mastermind. Le tout, c'est qu'avec toi, il y a ce cadre et les outils et aussi toute l'expertise que tu as évidemment que tu peux apporter. Qu'est-ce que tu as repéré peut-être comme piège dans la majorité des masterminds qui revient peut-être systématiquement à chaque réunion ou aux premières réunions de mastermind? Moi, j'ai quelques idées, je te les partagerai après en ayant fait quelques-uns, mais j'aimerais bien avoir ton avis peut-être d'abord. C'est toi la star aujourd'hui, donc. Des pièges à quel niveau? Pour moi en tant qu'animateur ou pour les clients? Oui, de manière générale, au niveau d'une session, quels sont les pièges à éviter en fait quand on fait une
sessions. Par exemple, moi, un à laquelle je pense, c'est ne pas être attentif au temps et donc ne pas avoir, par exemple, de mettre du temps. Parce que ça peut très vite se transformer en réunionnite aiguë et donc on peut très vite passer 3 heures, 4 heures à parler parce que quand on est 6, ben voilà, si tout le monde parle 10 minutes, on est déjà à 1 heure. Donc ça peut très vite tourner en réunion qui n'apporte pas de résultats concrets. Or, l'objectif d'un mastermind, tu l'as bien dit, c'est d'avoir ce cadre et d'éviter de justement de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, notamment en termes de temps. Est-ce qu'il y a d'autres pièges qui te semblent évidents parce que tu as l'expertise, mais qui pourtant dans lesquels pourtant on pourrait tomber facilement en tant que débutant dans les masterminds, si je puis dire ça comme ça? Pour rebondir sur le piège que tu viens d'évoquer, en fait, c'est tout mon rôle, justement, de faire en sorte que, là, par exemple, donc chaque séance dure 2 heures, de faire en sorte que l'ensemble du planning qui est prévu pour la séance tienne dans les 2 heures. Parce que moi, je leur ai vendu une prestation qui durerait 2 heures et que en tant qu'entrepreneur, ils sont super occupés, ils ont d'autres choses à faire. Donc, faut qu'on tienne les 2 heures et pas qu'on déborde. Et après, dans mon rôle en tant que facilitateur, il y a plein d'autres choses. Par exemple, le fait de fixer en fait ce que j'appelle les piliers de chaque atelier. Et donc là, si je reprends du coup les piliers de DevCo, j'explique au tout début à chaque entrepreneur qui intègre le mastermind et que je redis à chaque début de séance, c'est la bienveillance. Donc, le fait que lors de chaque échange de séance de mastermind, les entrepreneurs fassent preuve de bienveillance vis-à-vis de ce que les autres entrepreneurs vont dire, parce que des fois, on peut aborder des sujets qui sont un peu touchy, des fois un peu intimes, dans la limite de ce que chacun veut bien nous partager. Hein. Mais voilà, qu'il y a vraiment cette bienveillance qui, du coup, nous va découler un peu la confidentialité des propos. Et aussi bienveillance envers eux-mêmes. Parce que des fois, les entrepreneurs, ils sont bienveillants envers les autres, puis envers eux, ils sont super durs. Donc voilà, ça c'est le premier pilier, la bienveillance. Après, il y a le deuxième pilier qui est l'authenticité. Donc là, l'idée, c'est parce que les autres vont faire preuve de bienveillance, les entrepreneurs vont pouvoir parler en toute authenticité et parler vraiment des vrais sujets c'est le caillou dans la chaussure et de pas parler de faux sujets, parce que nous, on est vraiment là pour aller résoudre des vraies problématiques, pouvoir vraiment les aider à continuer à évoluer dans leur activité. Et le troisième pilier, c'est avoir cette volonté d'agir, donc cette volonté de passage à l'action. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi également, parce qu'en fait, les séances de mastermind que j'anime ne sont pas vraiment des séances d'inspiration, on va prendre des notes et on verra pour plus tard. C'est vraiment des séances où, voilà, comme je dis, c'est très pratico-pratique, donc vous allez prendre des notes pour dire, moi, la semaine prochaine, je vais travailler sur tel sujet, et du coup, ça découle la tâche A, B, C. Enfin, voilà, c'est vraiment ces 3 piliers-là, dont je suis garante également. Donc après, je sais pas s'il y a d'autres pièces auxquelles tu penses, et peut-être si tu veux, moi je pourrais rebondir pour te dire comment est-ce que nous on fait dans le cadre du mastermind de DevCo pour les données. Écoute, oui, principalement, c'est pour moi le temps, c'est le piège le plus dans lequel on pouvait tomber le plus facilement, parce que ce qui se passe, c'est que quand tu vas dans une réunion et qu'il n'y a pas de cadre, donc le cadre fait partie évidemment du temps, eh bien, tu te retrouves facilement à faire une réunion qui au final ne t'apporte pas de passage à l'action, qui est un de tes piliers aussi. Et donc, moi, c'est vraiment le piège auquel je pensais et que j'aurais partagé spontanément par rapport à ça. Aussi, au niveau de l'authenticité, je te rejoins parce que si c'est pour venir et dire que tout va bien, mais en final, ça va pas servir à grand chose. Alors, je peux comprendre quand on est chef d'entreprise, par exemple, et qu'on n'a pas envie spécialement de dévoiler ses recettes ou ses stratégies. Et c'est pour ça, justement, je suppose qu'il y a le cadre de l'authenticité et de la bienveillance. Est-ce que la confidentialité fait partie aussi du cadre que toi tu poses? Parce que justement, pour pouvoir, par exemple, partager je sais pas, par exemple, l'offre à laquelle on pense faire dans 3 mois en tant qu'entrepreneur, mais on n'a pas envie spécialement qu'elle s'ébruite en dehors du groupe Mastermind. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place?
Ouais. Alors en fait, ça fait pas partie des 3 valeurs piliers dont je t'ai parlé, mais en fait, ce que j'ai dit, c'est que ça découle un peu par le biais de la bienveillance. Par contre, en fait, à chaque début de séance de mastermind, je fais signer à chaque participant ce que j'appelle une charte d'engagement. Et en fait, dans cette charte d'engagement, ça va au-delà du coup de ces piliers, et il y a également cette notion de confidentialité sur ce qui sera dit lors de l'ensemble des séances auxquelles les entrepreneurs sont engagés à participer, qui est super importante pour justement les raisons que tu viens d'évoquer. Et du coup, là, ça me fait penser à un autre, ce que je pense tu entendais par piège, c'est que, comme je disais, en fait, à chaque séance, ça se fait par roulement. Donc, une séance, on va traiter un sujet d'un entrepreneur A, puis après d'un entrepreneur B la fois d'après, etc. Il y a peut-être un autre piège qui est que c'est tout le temps la même personne qui passe. Ah oui, oui, bien sûr, Voilà. évidemment. Oui. Et donc là, à nouveau, c'est tout mon rôle en fait, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir autant de fois la possibilité de passer, qu'on lui donne, mais aussi d'apporter aux autres, et que ce soit pas toujours sur la même personne, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a un autre piège qui me vient à l'esprit, c'est aussi le fait d'utiliser le mauvais outil ou de la mauvaise manière. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, l'outil du brainstorming, il y a différentes phases dans un brainstorming et ça m'arrive parfois d'arriver en formation, de devoir faire un brainstorming et d'expliquer ces règles parce que sinon, c'est pas productif. Imaginons, tu fais un brainstorming avec quelqu'un, je dois pas te l'apprendre, je pense, tu dis une idée et puis tu as une personne directement qui fait: «Ouais, mais non, mais c'est pas» non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Première phase du brainstorming, on ne se censure pas, on met toutes les idées. Enfin voilà, je vais pas faire les phases du brainstorming. On pourra faire un épisode si tu veux sur l'univers du brainstorming. Il y a à mon avis pas mal de choses à faire. Et alors le deuxième exemple que je pourrais donner par rapport à ça, c'est la récolte de feedback. Et donc éviter de prendre les choses personnellement quand on reçoit un feedback, évidemment. Et surtout ne pas parler, en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est vraiment cette notion de tu reçois un feedback, tu notes toutes les idées de feedback qu'on te donne et puis c'est à toi de faire ta sélection, quitte à discuter et à poser des questions après. Mais pendant la récolte de feedback, l'idée c'est vraiment tu récoltes un maximum de retours sur ce que les autres perçoivent de ce que tu as fait ou comprennent de ce que tu fais. Et puis après, tu peux évidemment poser des questions. Mais donc voilà, ça c'est aussi ce que tu proposes, je suppose, c'est tous Oui. ces outils, tout ce cadre en fait qui permet d'utiliser le bon outil au bon moment et de la bonne manière. Et ça, évidemment, il faut il faut quelqu'un comme toi pour le faire, parce que quand on est en mode, justement, quand nous-mêmes on est dans le brainstorming, dans le mastermind, pardon, on ne peut pas penser à tout, et puis c'est pas notre rôle. Si on pense au cadre, on ne peut pas se focaliser sur soi, sur les problèmes qu'on rencontre, sur les choses qu'on peut retirer du mastermind. Et c'est pour ça qu'il y a une personne comme toi qui se nomme facilitatrice, qui va justement aiguiller, donner les bons outils au bon moment et expliquer comment les utiliser le cas échéant. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça, c'est tout mon rôle en fait. Et pour reprendre du coup les exemples que tu citais, effectivement, un brainstorming, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de divergence où là, on va pouvoir tout dire, et l'étape d'après de convergence où on va au contraire essayer d'aller affiner sur certaines pistes. Donc ça, effectivement, c'est mon rôle de pouvoir animer le temps de brainstorming avec différentes phases et de pouvoir amener les entrepreneurs, les participants lors de ces différentes phases en fonction de là où est-ce qu'on en est. Et sur la partie feedback aussi, effectivement, il y a plein de règles en quelque sorte. Là, sur l'exemple que tu donnais, ce que je leur dis, c'est on va leur faire un peu la liste au Père Noël, on leur donne toutes les infos, ils mettent tout dans leur besace et après ils prendront ce qu'ils voudront. Mais l'idée c'est de pouvoir écouter, accueillir, accepter, puis après ils sont libres de leur entreprise, donc ils en feront ce qu'ils voudront. Et donc justement dans mon rôle, il y a l'animation de l'atelier en tant que tel, mais il y a tout aussi un rôle de préparation en amont où quand on détermine que la semaine prochaine on va faire un sujet de brainstorming pour Joël, là, par exemple, tu vois qu'il y a Joël qui nous écoute. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer quelques jours avant la séance à Joël un mail où je vais lui rappeler toutes ces informations-là. Donc, la séance de brainstorming sur ton sujet, ça va se passer comme ça. Il va y avoir tel moment. À tel moment, tu interviens. À tel moment, autre moment, tu n'interviens pas, juste tu écoutes. Et je leur donne aussi les éléments qu'il faut préparer pour qu'ils puissent faire le brainstorming avec tous les éléments de contexte à apporter à leurs camarades. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un travail pendant la séance, mais aussi de préparation avant pour que tout le monde ait les bonnes informations et que quand on arrive en séance,
du coup, on aille directement dans le sujet et qu'on puisse optimiser un peu ces 2 heures qu'on a ensemble sans passer du temps à faire de l'information descendante où je leur explique toutes les infos, quoi. Justement, il y a Joël qui dit tu dois parfois bien galérer pour garder le lead, garder le contrôle de la session. Ça dépend si tu as des élèves dissipés ou pas. Ouais. Là, en fait, c'est vrai que c'est un vrai métier d'être facilitateur en intelligence collective et j'ai eu pas mal de personnalités différentes, on va dire, des plus ou moins imposantes, etc. Donc, c'est rigolo. Et justement, quand on démarre une session, est-ce qu'on prend le temps de dire bonjour et de parler comme si on parlait, tu sais, un peu à la cafétéria avant le cours ou un peu à la récré avant le cours, ou on arrive et boum, c'est directement le vif du sujet? Non, je prône les valeurs humaines. Donc, on prend un petit peu de temps pour discuter. Donc, après, ça dure pas non plus énormément de temps. En général, c'est le temps en fait que tout le monde se connecte. Donc, pendant 5 minutes à peu près, on échange. C'est bon, tu m'entends bien. Et il fait quel temps chez toi? Et puis, parce que là, du coup, on est à distance. Mais oui, il y a un petit peu de temps informel. Après, voilà, ça dépend sur la suite de la séance. En fait, quand on est 6, je vais être un petit peu plus directive, on va dire, sur l'exercice suivant, c'est ça, etc. Ah oui. Là, quand on est moins nombreux, les personnes peuvent plus prendre le temps d'échanger. Je vais être un petit peu moins directive là-dessus. Mais voilà, à nouveau, c'est tout mon rôle de pouvoir adapter le timing, mais aussi les types d'exercices en fonction du nombre de personnes qu'il y a autour de la table. Et c'est vrai que quand on est 6 entrepreneurs, je vais plus faire des exercices où il peut y avoir 2 groupes de 3 ou 3 groupes de 2. Quand on est 3-4, je vais pouvoir faire des séances où on est tous ensemble sans forcément les répartir dans les petits groupes. Donc voilà, j'adapte. Yes. Et justement, tout à l'heure, tu parlais du passage à l'action. Alors moi, j'aime beaucoup dire sans action, pas de résultat, parce que c'est factuel, hein. On a beau avoir un plan parfait sur le papier, il vaut mieux passer à l'action pour concrétiser quelques actions imparfaites que d'imaginer le plan parfait, de le laisser sur papier. Tu parlais tout à l'heure de la notion en fin de session, de s'engager et aussi d'avoir un binôme avec lequel on va pouvoir se challenger et de se dire ok, est-ce que tu as fait ta tâche pour la semaine prochaine? En quoi est-ce important et est-ce que tu as déjà peut-être testé une version d'un mastermind sans passage à l'action et une version avec? Et si oui, quelles sont les différences que tu as pu observer justement? Ou alors par rapport aussi au fait d'être peut-être un peu intransigeant sur le fait que tu t'engages pour la fois prochaine, tu le fais, mais tu le fais, quoi. Parce que sinon, ça n'apporte pas de résultat. Alors, moi, personnellement, j'ai toujours testé avec cet élément où, à la fin, on part pas juste en se disant au revoir et on verra la semaine prochaine. C'est vraiment la semaine prochaine, je m'engage à faire ça et après, au revoir. Et ça, c'est un peu aussi, je pense, en rapport avec mon activité précédente où chaque atelier que j'animais, du coup, pour les grands groupes pour lesquels je travaillais, il y avait toujours un plan d'action au final. Et du coup, je savais, donc là, c'était pas des solo entrepreneurs, mais on savait qui devait faire quoi. Donc, il y avait vraiment un plan d'action précis en termes d'action en elle-même. Hein, donc, le quoi, le comment est-ce qu'on va le faire et le qui s'en occupe. Là, c'est un petit peu pareil. Le qui s'en occupe, on le sait parce que du coup, c'est des solo entrepreneurs lors du mastermind. Mais ils ont vraiment cette liste que c'est eux qui s'engagent, ce sur quoi ils veulent travailler. Hein, c'est pas nous qui allons leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais donc voilà, moi, du coup, j'ai testé que cette version-là et c'est parce que je fonctionne un peu comme ça. Hein. Je suis beaucoup dans l'action et ça fait partie de mes nombreux apprentissages en tant qu'entrepreneur, c'est que on n'apprend jamais aussi bien qu'en faisant en fait. Et c'est exactement comme tu disais, hein, j'ai beau imaginer le meilleur plan parfait, etc. Au final, s'il est juste dans ma tête, je vais pas apprendre autant que en marchant, quoi. C'est comme on dit par rapport aux bébés, ils n'ont pas appris à marcher en leur disant tu mets un pied devant l'autre et puis machin. Ils ont vraiment appris en se mettant debout. Par l'expérimentation, ouais, tout à fait. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça peut faire peur de passer à l'action. En plus, il y a souvent la peur de la critique. Alors moi, j'aime bien dire aussi, tu vois, que il y a que ceux qui font qui sont critiqués. C'est évident que si tu mets sur papier ton plan, que tu passes jamais à l'action, personne pourra te critiquer, encore que. Mais c'est sûr, voilà, tu passes à l'action. Regarde, on fait un live aujourd'hui. Il est pas parfait parce que de toute façon, la perfection, c'est relatif.
mais il a le mérite d'exister, ce live. Il a le mérite voilà, de partager un bon échange et moi, je passe un bon moment. En tous les cas, à chaque fois que je fais un café virtuel. Donc voilà. La notion de binôme me semble importante aussi. J'insiste peut-être un peu là-dessus pour avoir ton avis et le pourquoi c'est important d'avoir ce binôme. Je pense qu'il y a la notion d'engagement public. Tu vois, le fait de s'engager publiquement à faire quelque chose, ben, ça te motive déjà plus à le faire. Hein. Comme tu le disais tout à l'heure, une de tes participantes à un des mastermind DEFCO qui t'a dit clairement ah, c'est parce qu'on avait rendez-vous que j'ai fait ça m'a motivé à faire la tâche pour ce jour-là. En quoi, enfin, comment est-ce que toi, tu as utilisé cet engagement public déjà par le passé, peut-être avec ton projet? Je sais pas si quand tu as quitté ton job, est-ce que tu l'as annoncé directement pour justement te motiver à lancer ton business ou est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes par rapport à ça? Oui, bah, t'es en plein dans le mille, là, c'est marrant, on n'avait pas parlé, mais en fait, quand donc ça n'allait pas dans mon travail précédent, et donc au début, je me le disais même pas à moi-même. Après, il y a une étape où je me suis dit à moi-même, ça va pas, et après, je me suis dit, ça va pas, il faut que j'agisse. Et après, du coup, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui pensaient les mêmes choses que moi, jusqu'au moment où, bah, du coup, je savais pas si j'allais encore vraiment partir ou pas. Je savais que ça n'allait pas. J'avais réussi à poser les mots dessus, mais j'étais pas trop. J'avais peur de quitter un CDI, cadre, etc., dans une grosse boîte. Enfin, mais du coup, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi à des personnes autres que celles qui étaient avec moi en bilan de compétences. Et donc, j'ai commencé à en parler auprès de collègues avec qui je m'entendais bien. Et puis après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à en parler même à d'autres collègues qui ne savaient pas que j'étais forcément dans un mal-être. Mais je leur disais que voilà, je projetais de peut-être bientôt partir, etc. Et en fait, ça commençait par des petites personnes vraiment très proches dans mon entourage, à des personnes un petit peu plus éloignées. Et je commençais avec du conditionnel, des si, des machins, après à dire jusqu'au moment, bon, bah, je m'en vais. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai commencé à l'officialiser vraiment de cette façon-là, avec le présent de l'indicatif, et au-delà de juste mes collègues super proches, bah, en fait, c'est vraiment là où ça s'est concrétisé pour moi. Et du coup, après, bah, j'en ai parlé à mon manager lors de mon entretien annuel. Et ça en a découlé un rendez-vous avec la RH. Et puis après, bah, j'ai commencé à en parler à tout le monde. J'ai déposé ma démission. Et voilà. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir mis sur la place publique que j'allais vraiment Ouais, même si j'avais pas encore une idée très précise de ce que j'allais faire de façon très concrète, etc. Et que mon premier projet d'ailleurs entrepreneurial, j'ai pivoté, j'ai changé, c'était pas tout à fait le même projet que j'ai aujourd'hui. Et ben en fait, le fait de l'avoir un peu trié sur tous les toits, et même après à mon entourage, hein, j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à ma famille, etc. Alors, j'avais pas encore déposé ma lettre de démission. Et bah, c'est ça, en fait, qui m'a vraiment poussée. Et après, bah, en gros, j'avais presque plus le choix, en quelque sorte. Et c'était vraiment ce que je voulais, parce qu'après, quand je suis partie, c'était une évidence pour moi. Mais le fait de faire les premiers pas, c'était ça le plus dur. Et au fur et à mesure, bah, après, ça coulait de source. Et puis, finalement, ma décision était prise depuis longtemps dans ma tête, quoi. Oui, il y a la notion de pression sociale aussi. Ben, on sait qu'aujourd'hui que la pression sociale est extrêmement puissante. Hein. Il y a plusieurs études qui ont démontré à quel point cet effort, par exemple, je me souviens d'une étude qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je retrouve et je mettrai le lien dans la description si je retrouve ça, où en fait c'est une étude qui a... Enfin, l'expérience, c'était quoi? C'était donc un ascenseur dans lequel il y avait plusieurs personnes, donc genre 5-6 personnes, et donc c'est des personnes qui jouent le jeu, quoi. Et une personne rentre dans cet ascenseur. Et puis à un moment donné, tout le monde se retourne, sauf évidemment la personne qui ne sait pas qu'il faut se retourner. Et il y a 9 chances sur 10, enfin 9 fois sur 10, où les personnes, en fait, commençaient à se mettre dans le même sens que les gens parce que la pression de ce que les autres font sur nous dans la société est énormément puissante. Et donc ça prouve à quel point voilà, il y a eu moyen d'utiliser ça et de hacker, on va dire ça, en expliquant, par exemple, voilà, moi je me souviens quand j'ai écrit ce livre-ci, je me suis dit, je me laisse
le mois de novembre pour l'écrire. Je l'annonce le 1er novembre, je le sors, bon, c'était le 7 décembre, donc c'est avec quelques jours de retard, mais j'ai tenu. Mais c'est clair que si j'avais pas eu cette pression où je faisais une vidéo par semaine, où j'expliquais les avancées, etc., eh ben, peut-être que j'aurais mis peut-être 2 mois, 3 mois, 5 mois, ou peut-être que j'aurais abandonné le projet. Ça, c'est le gros risque aussi de pas s'engager publiquement, c'est de pas terminer ces projets. En tout cas, moi, ça me donne une motivation positive. Maintenant, peut-être un piège que je pourrais partager, j'en profite, c'est la notion de le dire aussi peut-être à des personnes bienveillantes. Parce que le problème, c'est que, imagine, tu dis, je veux quitter mon job, ou j'ai quitté mon job, et t'as quelqu'un qui va te dire, ouais, mais c'est dangereux, donc tu vois, alors peut-être qu'ils le font pour ton bien, ça c'est possible aussi, parce que les proches ont souvent peur, hein, que ce soit moi ou d'autres entrepreneurs avec qui j'échange, souvent quand on dit je vais me lancer, on dit ouais mais non, c'est pas sécurisé, c'est dangereux, n'y va pas. Donc voilà, aussi savoir auprès de qui on s'engage publiquement. Et là, j'en reviens à l'intérêt du mastermind et de Devco, c'est que justement, on le fait dans ce cadre du mastermind avec les 6 entrepreneurs, enfin les 5 autres entrepreneurs de notre groupe. On va pas spécifiquement l'annoncer sur les réseaux sociaux. Si on a envie, on le fait. Mais ici, dans ton cadre à toi et dans le cadre du Mastermind Devco, ça se fait dans ce cadre bienveillant, dans ce cadre d'écoute et de non-jugement qui permet d'avancer. Enfin, j'ai dit plutôt mes piliers à moi, pas les tiens. Je ne sais. Donc toi, c'est les 3 piliers, c'est la bienveillance, l'authenticité et l'action. Voilà, bienveillance, authenticité et action. Voilà. Comme ça, j'ai redit tes clés à toi, bien qu'elles sont complémentaires, hein, de toute façon. Mais de toute façon, voilà. je rejoins totalement ce que tu dis, hein. D'ailleurs, là, tout à l'heure, je parlais d'une entrepreneur qui avait dit que ça l'avait motivée à avancer sur une action pour la fois d'après. Mais encore plus fort que ça, en fait, au début du mastermind, en fait, je demande aux entrepreneurs de réfléchir à comment est-ce qu'ils se voient à la fin du mastermind, donc au bout des 3 ou 6 mois d'accompagnement, et ce qu'ils aimeraient avoir accompli d'ici là. Et à la fin du mastermind, on fait le point sur ça, sur qu'est-ce que vous aviez dit au tout début et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et là, donc, si je reprends l'exemple d'une mastermind qui vient de se terminer la semaine dernière, du coup, il y avait une entrepreneur qui avait noté qu'au bout des 3 mois, parce que c'est un mastermind sur 3 mois, elle souhaitait avoir lancé son site internet. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas totalement finalisé ça. Et c'est quand même un gros sujet, tu vois, le site internet. Donc, elle avait commencé à travailler dessus, etc. Mais quand on a fait le bilan de séance, du coup, elle a dit, c'est bon, j'ai lancé mon site internet. Alors, il n'est pas parfait. Et comme tu disais tout à l'heure, la perfection, c'est totalement subjectif parce que moi, je peux trouver quelque chose qui est parfait, puis finalement, ça va pas être parfait pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et du coup, elle a accepté de lancer son site internet dans l'imperfection, mais au moins, elle l'a fait, quoi. Et du coup, voilà, il y a cette notion aussi de l'aspect de l'échéance que je vous disais tout à l'heure. Si on se dit, je m'inscris et puis ça dure ad vitam aeternam, on va peut-être pas avoir ce coup de boost que là, elle s'était dit, à la fin des 3 mois, je voulais faire le site internet et elle l'a fait, elle l'a lancé. Yes, excellent, excellent. Est-ce que tu aurais peut-être, pour terminer ce live, on arrive tout doucement à la fin, envie de partager un message? Quels seraient les derniers mots ou les dernières phrases que tu auras envie de partager aux entrepreneurs qui nous écoutent? Et puis évidemment, tu pourras nous parler peut-être aussi de ce qui arrive pour Devco juste après. Oui. Alors, si je devais envoyer un message aux entrepreneurs, c'est vraiment l'idée de leur faire sortir de la solitude de l'entrepreneur, d'autant plus pesante, je pense, dans ces temps de multiples confinements, et de pouvoir vraiment se faire accompagner, donc accompagner par des structures qui sont spécifiques là-dessus, par des coachs, etc. Mais aussi, vous pouvez du coup vous faire accompagner d'autres façons par vos pairs. Et du coup, c'est ce que je propose avec le mastermind. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, le fait de pouvoir vous entourer de vos pairs pour échanger, vous entraider, pour pouvoir développer sereinement votre activité, n'hésitez pas à faire un tour sur dev-co.fr pour en savoir plus. Il y a effectivement une promotion qui commence à partir de la 2e quinzaine de janvier, là, pour reparler du coup sur l'actualité de Devco. Et donc là, pareil, ce sera une promotion de 6 entrepreneurs maximum qui se retrouvent régulièrement. Et en fait, du coup, je construis en fait les formules vraiment en fonction des contraintes et des envies de chaque entrepreneur. Donc, pour l'instant, la promotion de
de janvier n'est pas déterminé en termes de durée, si ce sera sur 3 ou 6 mois, ni de régularité, si ce sera une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse prendre un temps d'échange gratuitement en amont de 30 minutes pour pouvoir voir où est-ce que vous en êtes, quels sont vos besoins, voir si le mastermind de DEVCO, ça peut vraiment répondre à vos besoins, et de voir quelles sont vos envies en termes de régularité et de durée, et aussi voir quels sont vos besoins, vos envies de ce sur quoi vous avez besoin de contact, d'échange de la part de vos pairs, et ce sur quoi vous êtes prêts à échanger, quelles sont vos connaissances et vos compétences que vous pouvez mettre à profit du collectif pour me permettre justement de construire des collectifs cohérents en termes d'avancée entrepreneuriale, de besoins, etc. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour pouvoir en savoir plus si vous avez d'autres questions et qu'on puisse échanger ensemble par la suite. Chaque groupe de mastermind est unique aussi, hein. C'est ça qui est génial, je pense, dans cette aventure que tu vis et dans l'animation de tous ces groupes. En tout cas, moi, j'adore, comme je te le disais au début, on échangeait là-dessus, sur la notion, le fait que l'entrepreneuriat est une aventure humaine. Et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un comme toi, même si on est à distance, même si on ne s'est jamais rencontré en vrai, eh bien, ça permet malgré tout de créer de la valeur, de co-créer de la valeur. Et merci d'ailleurs pour ce que tu fais, et je tape le micro en même temps. Merci pour ce que tu fais en tous les cas avec DEVCO, parce que par effet boule de neige, en fait, tu aides ces entrepreneurs à créer encore plus de valeur, qui eux-mêmes créent encore plus de valeur autour d'eux, et par effet boule de neige, on change le monde à son échelle. En tous les cas, c'est ma vision des choses. Merci en tous les cas. Donc le site d'Antonella défile sous la bannière. Sinon, vous avez les informations dans la description. dev-co.fr. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec Antonella, échanger avec elle et puis voir si ça vous correspond, et puis elle créera un groupe homogène pour vous et donc ce sera en tout cas, je pense, une belle aventure. En plus, je dis ça comme si j'avais jamais participé, mais j'ai déjà participé à une session avec toi, donc voilà, je dis ça aussi, j'acquiesce sur le fait que tu es la bonne personne pour encadrer des solopreneurs à trouver un groupe d'intelligence collective pour avancer ensemble vers un objectif qui nous est propre, mais le faire ensemble. Et d'ailleurs, sur ton site internet, c'est ton slogan, si tu veux le dire, sinon je le dis. Oui, je peux le dire, c'est entreprenez en solo, avancez en collectif. Yes, exact. Super, écoute, merci beaucoup Antonella. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que sinon on peut clôturer l'épisode? En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles en replay sur le blog businessbonheur.com/café virtuel. Voilà, écoute, si tu veux rajouter un mot, je te laisse et après je clôture avec ma phrase habituelle et le générique de fin. Merci beaucoup à toi, David, pour cette invitation, et merci pour toutes les bonnes valeurs que tu partages, les bonnes valeurs humaines avec lesquelles je suis totalement en phase. Merci pour ça. Eh bien, écoute, merci. Et puis, on se retrouve. Ah, t'as vu, il est l'heure en plus. On est rappelé à l'ordre. C'est le maître du temps qui. Tu fais ce que tu dis, c'est bien. Il est 14h, donc on vous laisse. En tous les cas, rappelez-vous, ou je vais même plutôt dire, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com avec son invité du jour, Antonella. Encore merci beaucoup, Antonella. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. À très vite. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.